Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Pierre a 24 ans. Il croit au destin. Il est actuellement en fin d'études de droit à Lyon et passe l'examen des avocats en septembre, ce qui doit être très impressionnant. Il se définit comme gay, mais son chemin a duré quand même plusieurs années avant d'arriver à cette conclusion. Bonjour Pierre. Bonjour. J'ai une première question, on se vouvoie ou on se tutoie ? Tu peux me tutoyer. Qu'est-ce que tu penses de cette présentation ? Est-ce que t'es d'accord ? Je me suis pas trop trompée ? Non, ça va. T'as dit de très belles choses. Merci, je te remercie. On va parler du coup de ton expérience tout au long de cette vie, donc de cette première fois, de cette deuxième première fois dans ton histoire, et puis jusqu'à aujourd'hui, voir comment t'avais évolué, voir où est-ce que t'en étais aujourd'hui, voir ce qui peut-être se profile pour le futur. Alors Pierre, du coup, est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, je me rappelle très bien. Alors paradoxalement, à mon sens, j'ai eu 2 premières fois. Donc la première, en fait, elle se situe vers l'âge de 17 ans environ. Je suis issu du milieu rural, de la campagne. J'ai habité en fait pendant 18 ans donc chez mes parents dans un petit village de 1000 habitants. Et en fait, donc à cette époque, j'étais au lycée, dans un lycée privé catholique à la campagne, dans une belle bâtisse avec un immense parc. Tout allait très bien. C'est à cette époque du coup que j'ai rencontré Manon, une fille donc qui habitait en fait dans le village voisin de celui de mes parents. Tout allait très bien, la vie semblait paisible. On était tous, on avait une belle bande d'amis, donc que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, on passait toutes nos journées ensemble, nos week-ends ensemble, etc. Mais alors je vais faire une petite coupure, mais du coup là tu me racontes le chemin idéal du jeune homme hétérosexuel de campagne qui fait sa petite vie, sauf que je sais, puisque tu me l'as déjà raconté quand on a préparé cette émission, que tu savais que t'étais pas hétérosexuel depuis ton enfance. Ouais, tout à fait. Je pense que, en fait, je l'ai enfoui au plus profond de moi-même dès le début. Enfin, en tout cas, à partir du moment où je m'en suis réellement rendu compte. Je m'en suis réellement rendu compte au collège, lorsque, en fait, on commence certainement tous à avoir des envies. Je me suis très vite rendu compte que mes envies allaient vers des garçons et non pas vers des filles. Par simple souci de popularité ou même peut-être de normes établies dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. J'ai choisi de fermer les yeux, en fait, de me rassurer, de me dire que j'étais capable de sortir avec des filles. Et à l'époque au collège, ça a aussi marqué ta découverte masturbatoire, ou tu as continué à part à avoir ce jardin secret ? Alors c'est très bizarre parce qu'en fait j'ai fait une sorte un peu de blackout en fait de cette période. Voilà, je pense qu'en fait je me suis un peu obligé à l'oublier parce que c'était pas forcément une période très plaisante pour moi. Mais en tout cas au niveau masturbatoire, je pense que déjà je pensais à des garçons. Oui, tu t'es pas forcé à consommer les mêmes pornos que tes amis Si. ou si. Si. J'essayais vraiment de me persuader que j'étais hétérosexuel et que voilà. T'as fait ta propre thérapie conversion. T'as essayé de faire Exactement. ton petit chemin d'hétéro. Exactement. Malgré toi. Et tu te retrouves au lycée, donc dans cet univers très privilégié, dans une famille aimante. Tout à fait. Une famille très aimante. Une famille, donc en fait j'ai un frère et une sœur. Mon frère est hétérosexuel, a un enfant, etc. Et ma sœur est lesbienne. Ma sœur a 8 ans de plus que moi et mon frère en a 7. Donc à l'époque, en fait, lorsque ma sœur a fait son coming out, elle avait 18 ans. J'en avais donc à l'époque 9. Et je pense que ça a participé au fait que j'ai fermé les yeux sur mon homosexualité. En tout cas, que j'ai essayé au maximum de fermer les yeux sur mon homosexualité. Parce que tu te souviens comment ça s'est passé, ce coming out ? C'était un moment particulier, tout le monde s'est réuni Pas du tout. J'en ai un bon souvenir. Mon père était au travail. Mon frère, ma mère et moi, nous étions en fait autour de la table de la cuisine. Ma sœur est descendue et en fait ma sœur avait une gourmette au bras et c'était la gourmette en fait de sa copine. À l'époque, une mode était que lorsqu'on portait la gourmette de telle personne, ça signifiait que voilà, on était en couple avec. Ma mère a tout de suite fait le rapprochement et de là des hurlements ont commencé et puis. Donc c'est un coming out qui s'est très mal passé. Très mal passé, oui. En fait, je pense de par le choc de la nouvelle. Et puis ensuite, du coup, les répercussions en fait ont été sur le long terme, puisque du coup, mon père n'était pas au courant. Et que du coup, mon frère, ma mère et moi-même, on devait finalement dissimuler en fait ce secret de famille au détriment de ma sœur.
en plus. Donc ça avait été quand même relativement délicat pour notre famille. Et je pense que voilà, moi-même à cette période, ou en tout cas 2 années plus tard, alors que mon père était toujours pas au courant, bah, sachant que voilà, j'avais des attirances pour les garçons, Tu t'es dit c'est un peu trop là. complètement. Tu te retrouves au lycée avec ta bande de potes, donc ta famille, le contexte particulier de ta famille quand même. Cette fille, Manon, qui devient ta copine. Et là, j'imagine que tu reproduis le schéma habituel, donc genre on s'embrasse pour la première fois, Complètement. on sort ensemble. Le schéma totalement hétéronormé, enfin en tout cas celui qu'il y avait dans ma tête. D'autant plus que c'était quelqu'un qui avait quand même relativement de l'impact dans notre lycée. Donc j'étais déjà très fier d'être à ses côtés. Et au-delà de ça aussi, très fier d'être en couple avec une fille. Je sais pas, j'avais vraiment le sentiment d'avoir gagné en popularité, d'avoir gagné aussi en... Enfin, je sais pas, j'avais le sentiment vraiment d'être le lycéen cool. D'avoir trouvé ta place. Complètement. Et puis surtout aussi d'envisager mon avenir beaucoup plus simplement. De me dire que maintenant, tout était acté finalement. Que j'avais ma copine, mon petit quotidien, mes amis, et que tout allait bien se passer. Donc tu savais que tu allais faire ta première fois avec cette fille-là. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Ça allait être elle et personne d'autre. Je me posais peut-être même la question d'ailleurs à l'époque s'il n'y aurait pas qu'elle finalement dans ma vie. Ça a été organisé quand par rapport au moment où vous vous êtes mis ensemble? Ça a été assez rapide dans votre histoire ou ça a été quelque chose que vous avez pris le temps de réfléchir ensemble ou de mettre en place? Pour elle comme pour moi, c'était donc notre première fois. On a souhaité vraiment prendre le temps. Moi, en tout cas, j'ai souhaité prendre le temps déjà par peur. J'avais une peur immense de découvrir le corps d'une femme, d'autant plus avec tous les questionnements que je traversais inconsciemment à l'époque, parce que vraiment, enfin, je pensais pas du tout à mon homosexualité. Tout bêtement, j'avais peur de bander devant une fille. Enfin, j'avais peur de ne pas réussir à bander devant une fille. Et rien que pour ça, finalement, déjà, il fallait que je tâte le terrain et que je vois si mon corps n'allait pas lui-même me tromper devant elle. Et ça s'est organisé comment du coup? Quand est-ce que tu t'es senti prêt? Et ben finalement, en fait, ça a été de fil en aiguille. On a commencé à découvrir nos corps lorsque, en fait, les circonstances nous le permettaient. J'ai eu ma maison, en fait, libre pendant une semaine puisque mes parents sont partis en vacances. Donc Manon était venue, en fait, passer la semaine avec moi dans cette maison. On a passé plusieurs nuits ensemble sans que rien ne se passe. Et puis un soir, voilà, tout s'est déclenché. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a couché ensemble. Donc ça n'a pas été planifié? Ou tu savais que ça allait se passer cette semaine-là quand même? Alors moi, je voulais que ça se passe cette semaine-là. Enfin, d'abord pour ma fierté personnelle. C'est peut-être bête à dire, mais à l'époque, vraiment, j'avais presque envie de m'en vanter, quoi. Bon, finalement, aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça vraiment dégueulasse comme façon de raisonner, mais je voulais vraiment que ça se produise. Et puis ça aurait été vraiment un réel échec pour moi si ça n'aurait pas eu lieu. Donc il y a un de ces soirs où vous êtes couchés ensemble comme les autres soirs précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un peu plus avancé les préliminaires et vous êtes partis... C'est ça, tout à fait. T'avais déjà mis les préservatifs dans la table de nuit, non? J'avais mis les préservatifs pas très loin, mais j'en avais du coup jamais mis un. Et je me souviens que ça a été un petit moment de galère quand même, mais on s'en est sorti et voilà. Qu'est-ce que t'as ressenti du coup devant ce corps de femme que t'appréhendais? Enfin, il y a eu des découvertes ou tu t'es dit au contraire, bon, en fait c'est pas si... Il n'y a pas eu de réelle découverte. En fait, très honnêtement, il n'y a pas de réel souvenir. C'est ça aussi qui m'a longtemps perturbé, c'est que j'ai eu très peu de souvenirs de ça finalement. J'ai même pas le sentiment d'avoir vraiment éprouvé du plaisir à un moment. Tu te souviens avoir eu un orgasme ou pas du tout? Oui, je l'ai eu. Enfin, en tout cas, oui, j'ai joui. Mais à mon sens, vraiment, enfin, c'était ensuite, au fil de mon histoire, lorsque j'ai réellement connu ce que c'était le vrai orgasme, celui-ci finalement... Il était fonctionnel, quoi. C'est ça. T'as essayé de lui donner du plaisir? T'étais engagé là-dedans? Tu t'es dit... Oui, par contre, j'ai toujours eu le souci de l'autre. Je voulais vraiment, en fait... penser à elle avant de penser à moi, d'autant plus pour elle. Enfin, je considérais vraiment qu'une première fois pour une fille devait être certainement beaucoup plus difficile à appréhender qu'un garçon. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle et pour les filles en général, et ça me tenait vraiment à cœur de la considérer énormément ce soir-là. C'est quoi le sentiment après? Tu t'es senti différent ou au contraire tu t'es dit bon bah voilà, c'est la suite de ma vie? Je me suis senti différent, je me suis senti beaucoup plus grand, beaucoup plus mature, plus adulte. C'était pour moi en fait la suite logique de tout ce qui devait se passer, et puis ça me permettait de fermer encore plus les yeux sur mes envies, donc ouais, tu t'es pas retrouvé à te prendre en pleine tête le fait que c'était vraiment pas un truc pour toi? Tu t'es dit pas du tout, à ce moment-là, pas du tout.
C'était pour moi tout tracé et je continuais mon chemin. Et du coup, donc vous avez continué? Vous êtes resté en couple? C'est ça, on est resté en couple pendant à peu près 1 an et demi. En fait, la rupture est apparue en fait au moment de l'enseignement supérieur. On a tous les deux obtenu notre bac. On est parti de notre confort de campagne, on avait eu notre permis de conduire, on a eu nos appartements. Et c'est à ce moment-là finalement que la relation a commencé à se dégrader. Certainement en fait pour la simple et bonne raison que je lui apportais pas ce qu'elle cherchait réellement, à savoir l'amour. Enfin, j'ai cru l'aimer, j'ai pensé l'aimer, en tout cas je me suis battu pour, mais je me suis ensuite rendu compte que c'était pas pour moi, quoi. Tu penses qu'elle l'a senti? Je pense que je l'ai fait fuir. Je pense que sans en être réellement conscient, encore une fois, j'ai fait en sorte qu'elle parte. Le temps où tu as été avec Manon, tu t'es concentré sur cette partie hétérosexuelle de ta vie. Enfin, tu t'es jamais permis d'avoir des fantasmes masculins, d'avoir des masturbations tournées vers les hommes. Ça a été quelque chose que tu as vraiment mis sous le tapis pendant ces années-là? Ou quand même il y a eu des trucs? Je l'ai mis sous le tapis, mais c'est une certitude qu'il y a eu quand même quelques trucs. J'ai aucun souvenir très précis, mais c'est certain que la masturbation, ma masturbation parfois, était en pensant à des garçons. C'est sûr. Ou en regardant des films pornographiques. Quand est-ce que tu t'es tourné vers les hommes? Je me suis tourné vers les hommes, du coup, à cette période-là. Après ma rupture, je suis arrivé dans le milieu urbain. Je me suis pris un raz-de-marée de nouveautés dans la gueule. Et puis c'est là que je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment de faire tes découvertes. Au départ, j'ai eu le souci d'être très, très, très discret. Voilà, j'avais peur que quelqu'un s'aperçoive que je pouvais fréquenter des garçons. En plus, je vivais en colocation avec 2 de mes meilleurs amis, donc. Donc, t'essayais de te cacher de tes meilleurs amis, potentiellement de gens qui auraient pu te connaître dans la ville, de tout le monde, de tes collègues de travail, de trucs de tout ça. Tout à fait, de tout le monde. T'en parlais à qui à l'époque? À personne. J'en parlais à moi-même le soir avant de dormir. Ça doit être la seule personne à qui j'en parlais, mais voilà. Et puis en fait, du coup, je me suis dit que mon seul moyen de rencontre allait être allait être le virtuel finalement. Parce que pour moi, derrière un écran, c'était beaucoup plus simple de pouvoir faire des rencontres que physiquement. D'abord physiquement où aller, et puis ensuite quand y aller, comment y aller. T'as pas été dans un club gay? À cette époque-là, c'était inconcevable pour moi. Et puis au-delà de ça, je me disais, si jamais je rencontre quelqu'un de mon entourage, comment j'aurais pu justifier cet acte? Alors, il y a eu une seconde première fois? À cette période-là, du coup, j'étais sur des sites de rencontres. C'est là que j'ai rencontré Robin, virtuellement d'abord. On a discuté pendant 3 mois ensemble. Ces 3 mois ont été assez lambda finalement. On parlait de la pluie et du beau temps et on se permettait de se masturber, etc. en mettant la webcam en fait, tout simplement tous les deux. Pour lui comme pour moi, rien n'était assumé par rapport à ça. Tu savais qu'il était gay quand même? Tu l'avais trouvé comme ça ou pas du tout? À l'époque, lui comme moi, on se considérait plutôt hétéro-curieux. Un terme qui aujourd'hui me ferait vraiment beaucoup sourire. Mais à l'époque, c'était en tout cas voilà, comme ça qu'on se définissait. Finalement, au bout de ces 3 mois de relation virtuelle, Robin, du coup, partait en Australie. Mon cerveau, sans consulter mon cœur, a décidé de rapidement l'oublier, en fait. Voilà, je suis parti à Saint-Étienne, j'ai commencé mes études de droit et j'ai continué ma vie. À cette période-là, pendant encore plus d'1 an et demi, j'ai continué à fréquenter des filles, simplement pour essayer de rester dans la norme établie. Et au-delà de ça, en parallèle, par contre, je commençais à réellement rencontrer physiquement des garçons. Il se passait des simples caresses, c'était de la simple masturbation, etc. Je voulais pas aller plus loin parce qu'en fait, à chaque fois que j'éjaculais, un énorme sentiment de dégoût apparaissait vraiment chez moi, comme si je devais très rapidement partir de l'endroit où j'étais. C'était souvent du coup chez l'autre garçon, et puis tirer un trait net sur tout ce qui venait de se passer et l'oublier très rapidement. Donc en parallèle de tes histoires, parfois même en étant en couple avec des femmes? Complètement. Dans leur dos, du coup. Complètement. Par contre, tu considères pas que ces échanges sexuels avec des hommes, qui étaient vraiment des échanges, même non pénétratifs, étaient comme une première fois Alors non, parce que c'est vrai que pour moi, le terme première fois a un réel sens. Et pour moi, la première fois, c'est vraiment lorsque le sentiment de l'amour est là. Et à ces moments-là, je ressentais ni le besoin d'être aimé, ni le besoin d'aimer quelqu'un. Non, je considère pas que tous ces moments-là ont été
des premières fois. Cette période-là a duré un temps. Donc toi en couple avec des femmes que tu as présentées, j'imagine, à tes camarades de fac ou à ta C'est famille, ça. non? Si, tout à fait. Sexuellement, à cette période-là, tu continues de coucher avec des femmes. Est-ce que ta sexualité est restée comme elle l'était dans cette première fois avec Manon? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, tu as commencé à prendre du plaisir ou à faire des choses qui te donnaient du plaisir avec des femmes? Non, toutes ces relations sexuelles restaient encore une fois très, très lambda. Pour moi, c'était presque qu'une simple finalité, en fait, enfin, qu'un simple acte qu'il fallait faire, que les choses continuent, quoi. Mais Pour confirmer le couple. tout à fait. Il y a eu une suite à l'histoire avec Robin, qui avait donc disparu. Il est revenu. C'est ça. En fait, lors de ma dernière relation, avec mon ex-copine, on décide de se séparer d'un commun accord. Il n'y a pas eu de réel souci, puisqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures amies, pour le coup. Et en fait, le lendemain matin, je me réveille, je regarde mon téléphone, comme tous les matins, en ouvrant les yeux, et je me rends compte que j'ai une demande d'amis Facebook de ce fameux Robin. Donc là, une montagne de questions, m'arrive en pleine face. Je me demande d'abord pourquoi il fait ce geste-là envers moi, et puis ensuite je commence à avoir peur, à douter aussi de sa sincérité, de son honnêteté, du coup je commence à avoir peur vraiment de sa démarche. Au final, je me permets quand même de lui répondre, et je lui écris simplement salut, pourquoi tu m'ajoutes sur Facebook d'une telle manière 2 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à me répondre naturellement que Facebook l'a mis dans ses suggestions d'amis. Voilà, je trouve ça un peu formidable finalement. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à cracher sur la gueule de tous les réseaux sociaux. On remercie les intelligences artificielles quand même, des Voilà, fois. ça a aussi du bon. Non, dans un sens, du coup, c'est ça qui m'a permis de renouer les liens avec Robin. Puis voilà, et puis en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à vachement discuter ensemble, encore une fois virtuellement. On a très vite réinstallé l'application Skype pour nous permettre de nous revoir. Et puis du coup aussi, forcément, de passer des moments intimes ensemble, encore une fois virtuellement. J'imagine qu'à un moment, il y a une rencontre. À un moment donné, Robin décide de me rencontrer. À ce moment-là, j'avais extrêmement peur finalement de le rencontrer. J'osais pas forcément lui permettre de venir chez moi. J'avais jamais permis à personne en fait de venir chez moi dans cette démarche-là. Là, je savais que du coup, il allait falloir le faire puisque lui habitait sur Lyon et que je ne voulais absolument pas aller à Lyon pour le rejoindre de toute façon. De fil en aiguille, Robin me propose une date, on confirme l'heure du rendez-vous. Puis voilà, cette journée arrive et c'est vrai que cette journée a été extrêmement difficile pour moi. J'ai fabulé pendant bien longtemps, j'ai eu peur, j'ai été excité, j'ai vraiment traversé beaucoup d'émotions. À l'heure du rendez-vous, finalement, je décide d'envoyer un message à Robin et je lui dis pas ce soir. Je suis désolé, je peux pas. Donc lui, il est à Saint-Étienne avec son petit sac. Exactement. Et comment il réagit? Mal, logiquement. Il vient de faire 45 minutes de route pour au final ne pas me voir. J'imagine à ce moment-là que c'est le point final de ce début d'idylle virtuelle finalement. Je commence à culpabiliser. Du coup, je lui renvoie très rapidement un message pour lui dire écoute, finalement, on va le faire, on va se voir. Mais ce sera demain. Il me faut encore du temps pour y réfléchir. On refixe l'heure du rendez-vous. Et puis voilà, je m'endors assez calmement. Le lendemain, Robin m'écrit et est en bas de mon appartement. Du coup, je bombarde mon corps et mon appartement de déodorant. Et puis, je lui ouvre la porte. À ce moment-là, du coup, nos regards se croisent. Et puis, c'est parti pour la rencontre. On a bu une bière sur mon canapé et puis on a discuté. J'ai le souvenir qu'il y avait le film X-Men qui passait à la télé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce souvenir-là en tête. Et puis, au bout de 10 minutes à peu près, Robin décide finalement de faire le premier pas. Il tourne mon visage dans sa direction et puis il m'embrasse. Ça a été, je pense, la première fois de ma vie que j'ai ressenti un réel sentiment d'amour et d'épanouissement lors d'un baiser. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Il me reste encore quelques souvenirs en tête puisque ça a été vraiment très très marquant. Et puis voilà, tout se passait très bien. On découvrait petit à petit nos corps, on discutait, on essayait d'en apprendre un peu plus sur nous à l'autre. Tout se passait très bien, jusqu'au moment où du coup je décide de terminer notre entrevue et que Robin rentre à Lyon. Alors vous avez fait quoi à ce moment-là? Tu l'arrêtes en pleine action? C'est ça, je l'arrête en pleine action, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est tard et je lui dis que il est temps de se quitter et qu'on aura encore beaucoup de temps à l'avenir pour apprendre à se connaître et partager du temps ensemble, mais que aujourd'hui je suis pas prêt à dormir avec un garçon pour la première fois de ma vie. C'est de la peur? C'est de la peur et c'est surtout
être conscient que à partir du moment où j'aurai dormi avec un garçon, ce sera réellement, dans ma tête en tout cas, mettre des actes, mettre des gestes sur le fait que je suis homosexuel. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te poser quelques petites questions D'accord. qui vont nous permettre de faire une petite pause d'anticipation. C'est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais. Et donc, je t'invite à me répondre au tac au tac. Donc, soit si tu me dire si tu n'as jamais, si tu as, et a fortiori, si tu as une petite anecdote sur le sujet, c'est encore meilleur. J'ai déjà éjaculé, du coup. J'imagine que oui. J'ai déjà, oui. J'ai déjà eu du souci avec du matériel. Je n'ai jamais. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Ou Non. un cours de droit. Un cours de droit, si. Oui. Un cours de droit, oui. Pourquoi spécifiquement? Parce que j'étais dans le stress de mes partiels et que je me faisais un peu chier. Et que du coup, je me suis dit, bon, ok, bah, essayons de mêler l'utile à l'agréable. Ça a marché? J'ai eu des plutôt bonnes notes au partiel, donc peut-être que ouais. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui, un ex, en l'occurrence Robin, avec du coup un autre de mes ex. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ça peut être lieu public, Oui. fac. J'ai déjà. Où ça? Une cage d'escalier de mon immeuble. T'avais pas le temps de rentrer chez toi? C'est ça. L'envie était trop présente. Ça se tient, écoute. Une masturbation avec quelqu'un? Oh, c'était une masturbation avec l'un de mes ex en rentrée de soirée. Certainement, l'alcool a joué un peu et je sais pas. On n'a Même pas pas eu. la clé dans la porte, quoi. C'est ça. On n'a pas eu envie de. C'est le cas de le dire. On n'a pas eu envie d'ouvrir la porte. C'était bien plus excitant dans le couloir. C'était bien. Ouais, c'était sympa. Alors on va continuer de parler de Robin, cette espèce de première fois avortée où tu sais qu'il y a toute cette pression et que ça représente vraiment un tournant dans ta vie. Il le sait, lui, il s'en rend compte que c'est dur pour toi. Est-ce que c'est le même questionnement chez lui? Vous en parlez? Robin le sait, c'est certain, je lui avais tout dit. Je lui avais tout raconté. C'était important pour moi, en tout cas, d'être transparent envers lui par rapport à tout ça. Chose qu'il a relativement bien compris. Il a jamais été trop envahissant par rapport à ça. Il a toujours respecté mes choix. Quand est-ce que tu te dis, c'est bon, maintenant c'est le moment? Tu laisses passer quelques jours? Je laisse passer quelques jours, mais je laisse surtout passer plusieurs rencontres. Enfin, il est venu plusieurs fois, en fait, à Saint-Étienne me voir. Et il est rentré plusieurs fois en pleine nuit. Bredouille. Bredouille à Lyon. Quand est-ce que tu dis que t'en as vraiment tellement envie qu'il faut le faire? Et ben en fait, il y en a pas. C'est lui finalement qui va choisir ce moment-là. En fait, un soir, il vient à Saint-Étienne et sans me prévenir cette fois-ci avec des affaires pour dormir. C'est un peu un ultimatum parce que si tu le renvoies chez lui, ça veut un peu dire... Tout à fait. Et en même temps, je pense qu'il avait bien fait de faire cette démarche parce que sinon les choses auraient avancé vraiment au ralenti. Mon lit était en mezzanine à l'époque, donc je déploie l'échelle pour monter dans mon lit. Il me suit, on commence à mettre une série sur Netflix. Et puis, en fait, on commence du coup, des préliminaires. Jusqu'au moment où, en fait, je sens tout mon corps se raidir. Je commence à m'effondrer en larmes sans même que je ne puisse respirer et parler. Une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça? Ouais, une réelle crise d'angoisse. À ce moment-là, j'étais complètement paralysé dans le lit. Je pouvais plus rien dire. Et Robin commençait un peu à paniquer en voyant mon état. La seule chose que j'ai réussi à dire, c'est pars. Et il est reparti? Il est reparti. Il n'a pas forcément cherché à discuter avec moi. De toute façon, je pense qu'il avait très bien compris qu'il n'y arriverait pas. Que je ne m'apaiserais pas en fait en sa présence. Les au revoir étaient déchirants. Mais voilà, on se serre une dernière fois dans nos bras, on s'embrasse et puis il part et on se dit rien. Sur la route de son retour, il m'écrit, il m'envoie un message et il me dit je comprends ce que tu traverses. Je l'ai déjà vécu une première fois il y a de ça 1 an à peu près. Voilà, il comprenait ce que je vivais en tout cas à ce moment-là. Il m'a dit de prendre mon temps et qu'il attendrait. Chose que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de mal à me canaliser ce soir-là, à me calmer. J'ai appelé une de mes meilleures amies pour essayer d'extérioriser tout ça et de lui en parler. J'ai pas réussi. J'ai tourné, elle comprenait pas réellement mon état, mais j'ai essayé du coup, de le légitimer en parlant de petits soucis personnels que j'avais à ce moment-là. Oui, t'as failli faire un coming out et c'est pareil, là, ça s'est dégonflé. Complètement. Les choses continuent et puis en fait, on décide avec Robin de prendre notre temps et de se laisser 1 mois de réflexion. Sans se revoir, etc., pour que les choses avancent, mais doucement. Je termine mes examens et puis du coup, on avait convenu avec Robin qu'on se retrouverait cette fois-ci à Lyon, chez sa mère, puisqu'il vivait chez sa mère.
et que sa mère était en déplacement pour le travail, donc je pouvais y aller. On décide du coup de se retrouver donc après mes examens. J'arrive du coup dans sa rue après m'être tapé 2 heures de bouchon. Je découvre en fait finalement son environnement. Voilà, un environnement tout neuf. Je l'imagine en tout cas, traverser cette rue tous les matins, etc. Et puis voilà, je monte chez lui. Il m'ouvre la porte et puis là vraiment un sentiment d'épanouissement vraiment total ressurgit, le même que lorsqu'on s'était quitté finalement. On se retrouve et puis à partir de ce moment-là, c'est une évidence pour lui comme pour moi. Maintenant, on fera la route ensemble. Et c'est là qu'elle a eu lieu cette première fois. C'est là qu'elle a lieu cette première fois. Ça y est. Ça s'est passé comment? Tout bêtement, il m'a fait visiter son appartement. On arrive dans sa chambre. Il a un lit de place. Je le regarde du coin de l'œil en lui disant que ça sera pas très simple du coup pour m'accueillir chez lui à l'avenir. Ou en tout cas pour dormir. Enfin que moi je voulais dormir dans un lit de place et pas un lit de place. Le regard était complice et on a tous les deux été sur son lit et puis c'était parti. Il y a eu beaucoup de dialogues en fait. Parce que lui comme moi c'était quand même relativement nouveau. Personne ne savait si l'autre était passif, était actif. Vous en aviez jamais parlé? Absolument pas. Et du coup, vous êtes mis d'accord très vite? On s'est mis d'accord très vite dans le sens où, en fait, je lui ai dit je ne serai pas passif. Donc, c'était très vite choisi, finalement. Il a accepté et voilà, ça a été ma réelle première fois, à mon sens. T'as trouvé les gestes facilement? Ou tu penses que t'as tâtonné? Ou comment ça s'est passé? Je pense avoir trouvé les gestes facilement. Le lean place m'a pas aidé. C'est une certitude. Je pense avoir trouvé les gestes assez facilement, et lui aussi. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, beaucoup de désir au vu des circonstances. Et je pense que ça nous a vachement aidé. À l'issue de cette première fois, t'as le sentiment que ça y est, t'as trouvé ta voie, enfin que t'as plus kiffé que toute ton histoire sexuelle précédente? Complètement. J'ai l'impression de réellement commencer ma vie sexuelle à partir de ce moment-là. C'est une réelle, c'est une certitude. C'est à ce moment-là que je comprends, ok, j'aime les garçons, je suis gay, c'est sûr. C'est pas bisexuel, c'est sûr, là, tu sais qu'en fait, tu t'as mis derrière toi toutes ces histoires de filles. Exactement. Ça va avec une façon de vivre aussi, c'est-à-dire que quand tu fais ce pas de la première fois avec Robin, tu décides que tu ne feras plus semblant? Ou c'est encore un autre chemin qui te reste à faire? C'est un autre chemin. C'est un autre chemin complètement différent sur lequel je ferme les yeux encore. Je sais que je vais vivre caché avec Robin. C'est une certitude, on va vivre caché. De son côté comme du mien, personne n'est au courant et personne ne le sera. Ça dure combien de temps cette histoire? Cette histoire dure à peu près 8 mois. Avec de la distance. Il est parti en voyage durant 1 mois et demi. Puis ensuite, on a quand même eu le souci de beaucoup partager. Bon, partager, je m'entends. À ce moment-là, partager pour nous, c'était se retrouver soit chez moi, soit chez lui. On se permettait pas de sortir dans la rue. On se permettait pas de sortir tout bêtement. Pas de ciné, pas de resto? Jamais. Par peur de croiser quelqu'un? Exactement. Par peur de croiser soit mon entourage, soit le sien. Voilà, on vivait dans des cages finalement, la mienne et puis la sienne, qu'on partageait de temps en temps. Le virtuel, j'imagine aussi? Parfois, rarement, parce qu'on essayait quand même de se voir toutes les semaines, plusieurs fois. J'ai le souvenir aussi que un soir, je devais donc aller dormir chez lui. Et en fait, sa mère est arrivée. Erreur de timing. Donc, je me retrouvais à Lyon, sans logement, avec l'envie de le voir. Au final, on avait du coup pris la décision de louer un Airbnb pour quand même pouvoir se voir et partager un moment ensemble. À ce moment-là, quand même, j'étais relativement énervé. Je me suis dit, putain, qui loue un Airbnb, qui dépense 80 balles pour une nuit avec son copain, quoi. Vraiment, pour le coup, cet acte-là, le fait de simplement louer une chambre... Pour se cacher, parce que vous ne pouviez pas vous voir à l'extérieur. M'a rendu malade. À ce moment-là, ça a changé quelque chose en toi quand même. T'as commencé à te poser des questions, en tout cas même sur le côté de vivre caché, et peut-être à te dire que ça allait pas pouvoir durer éternellement. Complètement. Moi, j'étais vraiment dans la démarche de me dire, ce garçon est fait pour moi, et je ferai ma vie avec. J'étais vraiment éperdument amoureux. Selon moi, j'aurais été prêt à ce moment-là à commencer à en parler autour de moi pour me permettre de mélanger mon quotidien. C'est comme ça que j'appelais finalement ma vie avec mes amis et ma famille lorsqu'il n'était pas là. Donc mélanger ce quotidien avec ma vie avec lui. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Quand votre histoire elle s'arrête, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides de rester ce que t'es devenu, c'est-à-dire totalement homosexuel et tu retournes pas en arrière avec des femmes, Alors non, je ne retourne pas en arrière avec des femmes. En fait, c'est du coup Robin
qui décide de rompre, pour la simple et bonne raison que lui était pas dans la voie de s'assumer, ou en tout cas de s'accepter. Et puis, je sais pas, je pense qu'il a toujours vu une forme d'échéance à notre relation, chose que moi, du coup, je ne voyais pas. J'étais en week-end au ski avec mes meilleurs amis, lorsque du coup il m'a annoncé ça par message, et qui m'a dit que il ne me permettrait pas ni de me voir, ni qu'on s'appelle ou quoi que ce soit. C'est une fin définitive à distance. Voilà. À ce moment-là, tu décides d'en parler à tes amis ou pas du tout? Je me rappelle m'être effondré au chalet avec tous mes amis, mais encore une fois, j'ai été incapable d'en parler. Donc tous mes amis se demandaient pourquoi j'étais dans un tel état, mais personne n'avait pu réellement savoir la vérité à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été un déclencheur finalement à ce coming out? Parce qu'aujourd'hui, t'es out. Oui. Comment ça s'est passé? Eh ben, c'est finalement cette rupture. Je suis rentré à Saint-Étienne. Je me suis dit, bon, en fait, maintenant, ton seul rempart, ta seule épaule sur laquelle tu pouvais te reposer à ce moment-là, sur ce sujet-là, est parti. T'es tout seul. Donc, il est temps de te battre. Il est temps surtout de comprendre ce que tu es et ce que tu veux avoir dans ta vie. J'ai eu pas mal d'idées noires à ce moment-là quand même. J'ai vraiment concrétisé le suicide un bon nombre de fois. Je me suis vachement renfermé sur moi-même. J'ai plus forcément parlé avec ma famille et mes amis. Mais j'ai toujours eu l'espoir de me dire que j'y arriverais. De fil en aiguille, je commence à me rendre compte que je peux me battre. D'autant plus en fait avec l'aide d'une de mes amies. J'ai une de mes amies de Saint-Étienne qui était venue à mon appartement un soir, en se rendant compte que j'allais pas très bien et que j'allais plus beaucoup en cours. Elle vient chez moi et elle m'annonce son homosexualité. À ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, je suis pas seul et peut-être que je devrais me battre. C'est elle d'ailleurs qui m'a en fait finalement suggéré l'idée d'aller voir une psychologue. Dès le lendemain matin, j'ai appelé toutes les psys de Saint-Étienne pour avoir un rendez-vous en urgence. T'as trouvé quelqu'un avec qui parler de ça, du coup? J'ai eu une chance immense de tomber sur quelqu'un de super bienveillant. À cette époque, j'étais donc encore étudiant. Financièrement, j'avais la vie étudiante, donc voilà. Mais je suis tombé sur une psychologue qui était vraiment super, qui m'a même fait un prix sur mes séances pour pouvoir vraiment faire ce travail-là avec moi. Elle a consacré, la première fois que je suis allé la voir, du coup, ce jour-là, elle a consacré à peu près 2h30, 3 heures de son temps après sa journée de travail pour discuter avec moi sur cette thématique-là. Et t'as tout de suite su lui parler? Parce que comme t'en avais jamais parlé avec personne, ça a quand même réussi à sortir? C'est ça. Oui, je m'en souviens très bien. Enfin, c'est sorti, mais au bout de bien 30-45 minutes de pleurs, je pense. Et en fait, finalement, avant de faire ton coming out, il a fallu que tu fasses ton propre coming out personnel, parce que tu t'étais jamais dit que voilà, c'est ce que t'étais et que ça allait aller, quoi. Il était temps que je vois la vérité en face. C'était le moment. Ça a duré combien de temps, cette thérapie? Ou peut-être que ça continue encore, d'ailleurs. Cette thérapie a duré juste le temps que j'étais sur Saint-Étienne. Donc, vu que c'était ma 3e année, en fait, il me restait que quelques mois. J'ai dû faire à peu près 6 séances environ. Et ça a duré 5 mois environ. T'as le sentiment que ça t'a lancé pour faire ton coming out, du coup, pour en parler à d'autres gens? Totalement. Déjà, ça m'a permis de me comprendre moi-même. Ce que tu disais tout à l'heure, finalement, j'ai fait d'abord mon coming out personnel. Rien que ça, en fait, ça m'a lancé. Ça m'a totalement lancé dans la démarche d'ensuite pouvoir en parler et le vivre pleinement. À ce moment-là où t'allais très mal, t'as arrêté de voir des gens? Ou t'as quand même essayé de draguer un peu, même virtuellement? Non, t'étais vraiment refermé. À ce moment-là, j'ai arrêté de voir des gens, mais pire encore, je ne voyais presque plus ma famille et mes amis. Ça les inquiétait? Il y a eu à ce moment-là une recherche de dialogue ou d'essayer de comprendre pourquoi t'allais pas bien, ou pas trop? Je fuyais ces discussions-là. Avec mes parents, j'ai été très difficile. J'ai été presque méchant, je pense. Et avec mes amis, en fait, mes meilleurs amis qui habitent du coup vers chez mes parents ou qui vivaient sur Lyon pour leur vie étudiante, en fait, je leur disais que je restais à Saint-Étienne avec mes amis de Saint-Étienne. J'avais pas mal d'alibis finalement. Pour te cacher un petit peu plus. Tout à fait. On va faire une petite pause, on va se poser d'autres questions, on va apprendre à se connaître un petit peu mieux. J'ai envie de parler des œuvres qui ont accompagné ton imaginaire sexuel, sensoriel, sensuel. Ok. Alors du coup, c'est une série de questions sur différents modèles culturels. Quel est le livre qui t'excite? Il n'y a pas réellement de livre qui m'excite. Je dirais que le livre qui par contre a réveillé beaucoup d'émotions chez moi et a eu vraiment une réelle importance, c'est le livre Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Voilà, Philippe Besson à travers ce livre aborde la thématique de l'amour secret,
de l'homosexualité, du coming out. L'amour secret à la campagne en plus. C'est ça, du clivage entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est à la période où j'allais pas bien que j'ai découvert ce livre. C'est un livre très court et très introspectif, sur lequel l'auteur fait vraiment un chemin à travers son enfance et son adolescence et le moment où il s'est construit. J'imagine qu'effectivement, en tant que jeune qui est en train d'essayer de lutter contre soi-même, et en plus il parle de 2 personnages qui ont 2 chemins très différents, ça a dû être un choc. C'est ça, vraiment le sentiment de se retrouver en fait finalement à travers le personnage principal. Je pense qu'il a vraiment... je pèse mes mots, mais je pense qu'il m'a un peu sauvé la vie, ce livre. Philippe Besson a finalement eu un peu la même histoire que moi. Enfin, en tout cas, j'ai eu ce sentiment-là à ce moment-là. Même si chaque histoire est différente. Et non, c'est un réel échappatoire. Surtout que, comme il aborde le fait qu'il y a un vrai aspect tragique à son histoire, et ça ne cache pas le fait que vivre caché toute sa vie est source d'une souffrance qui peut mener à des extrémités vraiment dramatiques. Donc, voilà, c'est un livre comme un couperet presque. C'est vraiment très, très court. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un livre à découvrir. Le film qui me fait vibrer. Alors, le film qui me fait vibrer, je pense que c'est Seule la Terre. Donc, c'est un film britannique, pas très connu, qui en fait aborde encore une fois, du coup, puisqu'on est dans le thème, j'y vais jusqu'au bout, la thématique de l'homosexualité, mais cette fois-ci, du coup, dans le milieu rural, et en particulier à travers le monde agricole. Je m'y retrouvais bien aussi, puisque du coup, mes parents sont agriculteurs, et il y a une scène de sexe entre 2 hommes dans une grange dans la boue extrêmement charnelle que j'ai trouvé dingue. C'est un film que tu as découvert comment ? Par le biais de ma coloc à l'époque, qui est l'une de mes meilleures amies, qui m'a dit j'irais bien voir un film d'art et essai au cinéma de Lyon. Je lui ai dit d'accord, ok, j'y vais. Et puis du coup, en fait, je suis tombé sur ce film totalement par hasard. L'image qui te donne des frissons de plaisir. J'ai pas réellement d'image qui va me donner des frissons de plaisir. En fait, je suis passionné de photos. J'en fais beaucoup maintenant. Je saurais pas dire vraiment une photographie en particulier, mais je considère vraiment, moi je fais beaucoup de portraits et je considère que vraiment le portrait, c'est la manière finalement de faire ressortir les émotions et le passé d'une personne sur photo. La musique qui me met le mieux dans l'ambiance. Celle qui m'a mis le mieux dans l'ambiance, et encore une fois, je vais rester quand même dans la thématique du coming out, celle qui m'a mis le plus dans l'ambiance, c'est vraiment Grave de Eddie Depreto. Qui a beaucoup parlé, en effet, vraiment avec beaucoup de délicatesse et de force du fait d'être gay et de l'assumer, même dans des milieux où c'était pas forcément évident. J'imagine que ça a beaucoup parlé à beaucoup de jeunes gays quand l'album est sorti. C'est ça, tous ces textes, je pense que... Et en même temps, il y a une énergie de dingue quand il est sur scène, et du coup, c'est extrêmement sensuel. C'est quelqu'un qui est vraiment une sorte de violence comme ça, de violence sensuelle. C'est J'aime ça. beaucoup. Je suis allé le voir en concert en plus à Lyon, donc... Il est génial en concert. Il est génial. Le parfum qui réveille mes sens. Le parfum qui réveille mes sens, je dirais Azzaro. Et c'est tout simplement parce que Robin le portait. Bah, c'est une très bonne raison. Mais je saurais le sentir à des kilomètres à la ronde, quoi. Et ça t'a pas dégoûté dans le sens où si tu le sens sur quelqu'un d'autre, ça te bloque ? Ah non, au contraire. Ça me rappelle du coup des passages très agréables que à j'ai noter vécu. pour tes prochains Macs, du coup. C'est le bon plan. C'est la bonne info. Ta relation avec Robin, très passionnée au long cours et qui accompagne ton chemin personnel sur ce coming out et sur ton identité, s'arrête. Tu finis par travailler seule, en compagnie quand même d'une psy et d'une amie. Quand est-ce que ça s'arrange ? Quand est-ce que tu te dis « c'est bon, j'ai assez avancé », qu'est-ce qui se passe ? T'es un autre homme ? C'est ça. Du coup, j'ai réussi à en parler à l'une de mes amies. Plus encore, de fil en aiguille, j'ai réussi à en parler à l'une de mes tantes maternelles, de qui je suis très très proche, qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un accès à la culture assez dingue. Je dois beaucoup à ma tante maternelle, qui est célibataire et qui est vraiment extraordinaire. Et donc voilà, j'arrive sur Lyon, je termine ma licence de droit à Saint-Étienne, je rentre en master, j'ai un nouvel appartement. Tout a l'air très cool finalement. Et du coup, je me dis, voilà, même ta vie privée, elle est cool. Et il y a pas de raison que tu n'y arrives pas, donc continue à te battre et continue surtout à comprendre ce que tu es, ce que tu souhaites avoir, et puis tout se passera bien. Tu rencontres Hugo. Alors du coup, je décide de me mettre sur des applications de rencontres. Donc après, les applications de rencontres gays connues de tous, en tout cas de ceux qui fréquentent ce milieu-là. Grindr. Grindr, Tinder.
Donc je découvre Grindr et je découvre aussi donc ce milieu complètement nouveau pour moi. Je découvre surtout que finalement il y a beaucoup de diversité au sein de cette application. Je me rends compte surtout aussi qu'il y a beaucoup de personnes cachées qui cherchent des relations, souvent du coup uniquement des relations sexuelles très discrètes. Je me rends compte qu'il y a des personnes souvent mariées ou en couple. Je me rends compte que voilà, il y a des personnes de toute religion, de tout milieu. Je suis quand même assez perplexe de la crédibilité de ces applications et surtout aussi de la finalité en fait. Je me rends compte que sur Grindr par exemple, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une finalité qui est uniquement sexuelle. Moi, j'arrive en me disant bon bah je vais bavarder avec un peu n'importe qui. Bon, je comprends très vite que finalement c'est pas dans cette direction-là. C'est plutôt cash quand même les conversations sur Grindr. On est sur quelque chose de plutôt cash, ouais. Après, il y a des exceptions à tout, mais voilà. Et tu pratiques, t'essayes un peu le plan cul Grindr en 10 minutes, t'essayes? J'ai essayé et finalement après, personnellement en tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me convenait, mais j'ai essayé, bien sûr. De toute façon, j'ai essayé du coup beaucoup de choses finalement parce que je me devais d'expérimenter, de connaître ce monde qui était complètement nouveau pour moi. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que finalement, t'arrives dans le milieu gay, mais en fait, tu ne connais rien. L'éducation sexuelle que tu as eue au collège, on ne te parle même pas d'homosexualité. Au-delà de ça, même par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, j'ai pas le souvenir qu'on nous en ait parlé. Je savais même pas à l'époque que la fellation pouvait être un moyen de transmission pour certaines MST. Même un jargon, du coup, homosexuel qu'il faut apprendre. Comme quoi? Barbac, par exemple. Bon, une pratique que je ne pratique pas pour le coup, mais... Qui est le sans capote. Voilà, qui est le sans capote. Qui, je me permets de le dire, que je trouve réellement dangereuse, mais qui est vraiment une pratique que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Donc voilà, moi maintenant je me la permets pas. Puis après voilà, il y avait ça, il y avait du coup après le terme actif-passif, mais bon, qui s'apprend vite quoi. On comprend vite ce que c'est. Donc actif c'est ceux qui sodomisent et passif c'est ceux qui reçoivent la sodomie. Exactement. On va préciser pour ceux qui savent pas. Tout à fait. Donc tu débarques dans ce milieu-là, tu n'y connais rien, mais t'apprends sur le tas. Voilà. Et c'est là que tu rencontres Hugo ? C'est là que je rencontre Hugo, du coup, sur l'application. Je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, c'est une personne qui travaille pas très loin de chez mes parents. Voilà, je trouve la situation cool. Ça m'a l'air d'être quelqu'un assez sain. Je me permets de discuter avec lui et je me permets de lui proposer qu'on se rencontre. On se rencontre quelques jours plus tard chez lui. Encore une fois chez sa mère. Je sais pas ce que j'ai eu à ce moment-là, mais c'était chez sa mère. Bien sûr, on était que tous les deux. Et donc, pareil, pour lui, de son côté, personne ne le savait. Ça m'arrangeait bien quand même. Et puis, on a discuté, sur son canapé pendant quelques heures. Et puis ensuite, on a essayé de se faire comprendre qu'on se plaisait et qu'on avait envie de l'autre. Et puis, on a pris la direction de sa chambre. On a couché ensemble, encore une fois. Toi, toujours actif ? Toujours actif. Tout s'est bien passé en soi. J'ai pas eu le sentiment d'être très performant parce qu'en fait, tout était encore nouveau pour moi. Enfin, j'avais jamais rencontré quelqu'un. J'avais jamais parlé 2 heures avec une personne et puis directement couché avec. J'étais pas amoureux. Je connaissais même pas l'environnement, cet endroit où j'étais. Enfin, à l'époque, j'étais encore vraiment novice entre guillemets. C'est vrai que ça fait bizarre. Enfin, on sait pas trop ce qu'on fout là, quoi. Tu regrettes pas ? Je regrette pas. Vous vous êtes mis en couple ou pas du tout ? Du coup, puisque de son côté, c'était pas du tout assumé et que moi du mien, ça l'était, mais partiellement. En fait, on n'a pas décidé de se mettre en couple. Enfin, j'ai rien décidé du tout d'ailleurs. Moi, tout de suite après, en fait, cette rencontre, pour vous dire à quel point j'étais vraiment un peu dans le standard du on se rencontre, on couche ensemble, ok, on se met ensemble. Moi directement après, on a rediscuté donc après l'acte tout de suite et puis moi je lui ai directement proposé qu'on se mette ensemble quoi. Et il a éclaté de rire, non ? Et pas loin, mais non, ça va, il m'a un peu plus respecté, mais en tout cas il a bifurqué, enfin il a pas répondu à cette question et il l'a évité quoi. Mais vous avez quand même eu une forme de relation dans le sens où il t'a un peu accompagné. On a eu une forme de relation, c'est certain, dans le sens où ça a été le premier avec qui j'ai partagé. Ça a été le premier avec qui je suis sorti au cinéma. Ça a été le premier avec qui je suis allé au restaurant. On a quand même réussi un peu à sortir de notre confort, même si on allait au cinéma qui était à l'opposé de Lyon. Et genre à 11h le soir, en pleine nuit, personne te voit. Non, ouais, on allait vraiment... par exemple, nous, on habite plutôt à l'ouest. On allait complètement à l'est de Lyon pour ne croiser personne, quoi. Mais comment tu te sentais après toutes ces premières fois comment on se sent ? On est content ? Enfin, on se fait un high five à soi-même et on se dit ouais, je l'ai fait. On est content et en même temps non. En fait, je pense qu'on est surtout déçu de se dire que on fait extrêmement attention à l'environnement, en fait.
qu'on a autour de nous. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans et demi. Donc 2016-2017, et on est encore en train de dire que t'as quand même eu un cap où tu as eu peur d'aller au restaurant ou peur d'aller au ciné avec un mec. Complètement. Après, Hugo avait une carrure, il mesure 1m93 et il a une carrure relativement musclée. Donc, je me faisais pas trop de soucis par rapport aux autres. Mais c'était surtout plus, est-ce que quelqu'un de mon entourage qui n'est pas au courant va arriver ou du sien ? Et puis, on se permettait pas de toute façon, je pense que tous les gens, tous les gens autour de nous pensaient qu'on était deux simples amis, je pense, parce que on se donnait jamais la main, on s'embrassait jamais. Et j'ai le souvenir que lorsqu'on s'embrassait, c'est parce qu'on en mordait d'envie et qu'on arrivait au garage souterrain de la ville pour aller chercher notre voiture et qu'on le faisait dans la voiture. Après voilà, tout a continué jusqu'au moment où finalement on s'est rendu compte que la relation avançait pas et où je me suis surtout rendu compte que lui continuait à parler avec d'autres garçons sur les applications. Tu t'es dit on va arrêter là les frais et on va chercher quelqu'un d'autre. Je me suis dit que du coup c'était pas forcément quelqu'un fait pour moi. Et puis qu'au-delà de ça, les efforts unilatéraux, ça va 5 minutes, quoi. J'en avais déjà fait l'expérience avant, donc je voulais pas refaire la même erreur. Qu'est-ce que tu as fait ensuite ? J'ai continué à croire en l'amour, j'ai rencontré beaucoup de garçons. Pour être honnête, j'ai vraiment eu le besoin d'aller à la rencontre de ces personnes et de savoir aussi qu'est-ce que moi je voulais finalement en fait. J'ai bu beaucoup de verres avec beaucoup de gens. Ça a toujours été des moments très cool. Bon, on connaît tous la situation un peu malaisante du date qui match pas trop et où là, du coup, on essaye d'être expéditif. Mais j'ai quand même rencontré de très belles personnes. J'ai finalement très peu été célibataire, en fait, pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc dans tout ce chemin où tu as rencontré plein de gens, ça nous amène aujourd'hui. C'est ça. Et alors, c'était quand cette dernière fois ? Cette dernière fois, elle était lundi. C'était comment ? C'était avec qui ? C'était avec un garçon avec qui je parle depuis quelques mois là, et avec qui je m'entends bien. L'enjeu est absolument pas de se mettre en couple, de son côté comme du mien, mais on s'apprécie beaucoup et il est passé chez moi. On peut appeler ça un plan cul. C'était bien ? C'était cool. T'es toujours exclusivement actif ou il y a un petit peu de changement de ce côté-là ? Alors je me suis permis d'essayer d'être passif. Mais c'est pareil, ça imposait beaucoup de questionnements pour moi, même des trucs cons, mais même au niveau de l'anatomie, etc. Je voulais vraiment comprendre tout ce qui se passait. Et au final, j'ai essayé. Pour l'instant, je ressens pas l'envie ni le besoin. Ça a jamais été quelque chose qui m'a réellement procuré du plaisir. Donc pour l'instant, je suis plus actif que passif. Après voilà, j'ai une vie entière pour changer d'avis ou pour découvrir de nouvelles choses. Donc tu es dans une phase de célibat, mais encore récemment, tu as été en couple longue durée avec quelqu'un. J'ai été en couple pendant 7 mois et avec une personne cette fois-ci qui du coup avait fait son coming out auprès de tout son entourage. Moi, du coup aujourd'hui, c'est le cas aussi. Tout mon entourage, familial, amical, tout le monde est au courant. Donc on a pu réellement vivre notre relation. En tout cas moi, pour la première fois de ma vie, j'ai pu vivre une relation pleinement épanouie et surtout sans secret. Ça a été vraiment 7 mois de bonheur. Tout a été trop cool, on a fait plein de choses. J'ai pu partir au ski avec lui et mes amis, j'ai pu partir au ski avec lui et ses amis, j'ai rencontré sa famille. Et ça a été vraiment des super moments. Ça m'a prouvé finalement que la simplicité pouvait encore exister et pouvait exister, même dans le milieu homosexuel, dans le milieu gay. Maintenant, je dirais qu'il y a toujours une forme un peu de spontanéité qui n'existe pas, malheureusement, et ça me tient à cœur de témoigner de ça. Avec mon dernier copain, on a toujours fait attention et prêté attention au regard des autres dans la rue, ou lorsqu'on se donnait la main à Lyon, etc. On fait toujours attention avant de se donner la main ou de s'embrasser, de regarder tout autour de nous si l'environnement nous paraît propice à un tel acte. Voilà, on est confronté dans les médias à beaucoup d'agressions homophobes. Les choses avancent, mais peut-être pas assez vite. La question est même, est-ce que finalement les choses avancent ? Mais ça nous enlève de la spontanéité, ça nous enlève... tout est calculé finalement, tous ces gestes de tendresse qui devraient être naturels. Le sont plus. Et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment chiant, en fait. C'est un truc qui est encore difficile pour toi. Ouais. Par contre, du coup, le couple au grand jour, c'est un truc auquel t'aspires, auquel tu veux... Voilà. Et puis au-delà de ça, je me permettais de lui donner la main, je me permettais de l'embrasser et je me le permettrai toujours. Ça fait du bien, cette liberté ? Complètement. Et puis je me réduirai jamais à la violence qui peut être faite par les personnes homophobes.
Comment tu vois aujourd'hui ton parcours ces dernières années de ta période hétéro entre guillemets à aujourd'hui? J'ai du mal à croire que c'est moi. J'ai du mal à croire que c'est ma vie et j'ai du mal à croire que j'ai réussi à faire tout ça. Ça m'a pris énormément de temps, énormément de force aussi. Il y a eu quand même beaucoup de fois où j'ai eu envie de baisser les bras ou alors en tout cas où j'ai été assez triste, mais je reviendrai toujours à la conclusion que je suis tellement heureux dans ma vie maintenant et que je referais exactement les mêmes choses si je devais les refaire. C'est une belle conclusion, j'aime bien. En plus, ça veut dire que ta vie commence aujourd'hui presque, tu vois, que c'est une renaissance. Je le dis des fois, je dis que j'ai commencé à vivre finalement depuis peu. Là. 20, 21 ans, c'est ça. C'est beau. J'aime beaucoup ça, on va garder ça comme conclusion. Merci. Merci. C'était Première Dernière Fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de Première Dernière Fois sont à retrouver sur slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.